avec mes confrères. Pour l'instant, avec nous, Ferdinand Haïti, le patron du journal L'Alternative. Bonjour Ferdinand. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour aux amis qui sont dans le taxi et bonjour à tous les fils. Oui, si, on salue également bonjour tous ceux Fabrice et bonjour à ceux qui sont en retard, Loïc et Abi. Loïc et Abi, justement, ils vont nous rejoindre tout à l'heure. Bonjour Fabrice. Bonjour Eric, bonjour à toi Ferdinand et bonjour à tous les auditeurs. Oui, nous saluons également tous ceux qui sont sur la plateforme Taxi Presse. Et on espère que le débat, comme Loïc a l'habitude de dire, va être démocratique à ce niveau-là également. Nous allons, Ferdinand, vous souhaiter également, c'est vrai qu'on en a fait un petit peu ce matin, revenir sur un cas d'incivisme qu'on note depuis quelques temps au Togo. Des Togolais, il y en a, qui se donnent le vilain plaisir en s'amusant un petit peu avec les numéros d'urgence de la gendarmerie, beaucoup plus, et puis de la police aussi. Hein. Oui, les deux, vous savez que la gendarmerie et la police disposent des numéros d'urgence et qui sont souvent en patrouille la nuit. Et donc, des gens connaissent ces numéros. Ces numéros sont utiles lorsqu'il y a, par exemple, de l'insécurité dans vos quartiers, les braquages ou les voleurs qui se signalent. Il suffit d'appeler ces numéros. Et donc, le numéro, l'équipe de patrouille qui est dans une zone se dépêche rapidement sur les lieux pour intervenir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que certains Togolais, je ne sais pas qui ils sont vraiment, prennent le plaisir d'appeler les numéros la nuit pour embêter les forces de l'ordre, du genre moi je suis en boîte avec mes filles, est-ce que vous pouvez venir vous amuser avec nous? Certains disent que bon, est-ce que vous avez des capotes à nous passer? Bon, des messages qui n'ont rien à voir avec l'usage du numéro. Et donc beaucoup de nos amis soldats se plaignent. Et des gens ont souhaité à ce qu'on en parle pour sensibiliser les citoyens. Parce que d'abord, ceux qui le font, leur numéro d'appel s'identifie. Donc on peut facilement... Ça, ils ne savent pas. Ça, ils ne le savent pas. On peut facilement les arrêter et parce qu'ils tombent sous le coup de la loi. Mais au-delà, ça perturbe le travail des forces de l'ordre. Parce qu'après, quand des gens appellent pour des cas sérieux, c'est difficile de croire. Puisque certains même simulent des braquages dans leur quartier, ils appellent les agents de patrouille qui arrivent mais qui ne voient absolument rien. Donc c'est un message que nous lançons à tous les Togolais, il faut que les gens se ressaisissent. Ces numéros-là, je crois que c'est 1255, 1256 et au-delà, ça dépend police et gendarmerie, c'est fait pour signaler des dangers dans les quartiers la nuit. Donc il ne faut pas que des gens s'amusent avec ces numéros à tout moment. Voilà. Fabrice, vous avez des commentaires à faire sur le sujet? Oui, bien évidemment. Moi, je voulais dire, c'est vrai qu'il peut y avoir des citoyens qui peuvent s'amuser à jouer à ce jeu-là et une plaisanterie de mauvais goût, il faut le dire. Mais je voudrais également attirer l'attention des forces de sécurité sur un aspect. Ça peut être aussi une stratégie des malfrats pour distraire les forces de l'ordre et les amener. Ah oui, à force de lancer de ces appels, de ces fausses alertes, quand ça se multiplie, ça se répète, à un moment donné, ils peuvent choisir de ne pas décrocher ou alors... et peut-être que c'est en ce moment qu'un appel sérieux pour dénoncer ou pour du moins pour attirer l'attention des forces de sécurité sur un braquage ou alors un crime qui est en train de s'opérer. Peut-être que c'est en ce moment ils vont choisir de ne pas décrocher. Donc je me dis, c'est parce que moi je ne comprends pas comment un citoyen normal entre griffes peut choisir à faire ce jeu-là. Si ça existe, c'est que quelque part ça peut... Les sapeurs-pompiers aussi. Oui, des pompiers qui arrivent, il n'y a aucun blessé sur la voie. Il faut retracer, c'est facile à le faire avec les sociétés de téléphonie, c'est facile à faire. C'est pour cela même d'ailleurs, on a pris des dispositions pour identifier tous les numéros, même si c'est des numéros non identifiés. Aujourd'hui, avec les Android et tout ça, c'est facile de retracer les gens. Et donc, lorsqu'on aura punir une ou deux personnes pour ces cas-là, je crois que ça va cesser. Mais j'ai aussi une conviction que c'est aussi possible que ce soit l'œuvre des petits voyous, des malfrats pour distraire les forces de l'ordre et peut-être opérer tranquillement dans un quartier où je ne sais quoi. Parce que même avec les réseaux sociaux, les gens font ça. Hein. Ils peuvent balancer de fausses informations pour... faire peur à la population d'un quartier donné. Ou détourner l'attention carrément des gens. Ou détourner l'attention des gens pour repérer. Donc je crois qu'il faut vraiment régler ce problème. On va donc lancer un appel aux citoyens, ceux qui ne sont pas forcément des braqueurs, des voleurs, mais qui s'adonnent à ces vilaines choses-là, d'arrêter parce qu'à tout moment, puisque vos numéros s'affichent, quand vous appelez, on peut venir vous chercher et vous allez... je ne saurais jamais être à votre place de toutes les façons. Nous allons parler football maintenant, du sport, puisque
depuis quelques temps, cette affaire revient dans la presse, dans les médias. En gros, ce matin, au niveau de l'alternative, on a consacré un article au sujet. C'est cette affaire d'équipementier qui n'en finit pas. Même au niveau de la fédération, on a annoncé que l'équipementier qui va habiller le Togo à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations s'appelle Macron. Ça n'a pas empêché qu'il y ait des velléités qui s'affichent sérieusement. Cette semaine, on a appris que les éperviers qui sont en stage en Tunisie ont eu quelques petits soucis pour enfin porter le sous-vêtement et le maillot cet après-midi pour le match amical. Et nous avons au téléphone notre confrère, le directeur de la publication, non, le directeur de la communication de la, c'est mieux comme ça, de la FTF, Augustin Amega. Augustin, bonjour. Bonjour Eric, bonjour amis au studio. Alors, c'est vrai, on le disait, les éperviers jouent cet après-midi les Comores au stade El Manza de Tunis. Quelle est l'ambiance du groupe depuis qu'il est arrivé à Tunis? Disons que l'ambiance elle est très bonne, elle est sereine, les éperviers sont très concentrés sur le match. Ils ont fait une très bonne séance hier, sanctionnée par un but splendide de Emmanuel Adebayor. Ah, enfin. Ils travaillent sur la situation de balle sur le moitié de terrain. Après, il y a eu une opposition. Voilà, tout est bien. Sauf que malheureusement, au cours de cette séance, Cédric a senti une douleur à la cuisse gauche. Il est sorti. Le coach ne veut pas prendre de risque. Donc, il va être remplacé dans l'équipe type par Bossou Vincent. D'accord. Il y a Vodo là-bas qui sent des douleurs. Il a une contracture au mollet. C'est pas le moment. Il est forfait pour ce match. Et puis il y a également Ourakoriko Sadat qui a pris un coup également à la cuisse en club et qui lui aussi a une hématome sur la jambe et qui va être probablement récupéré pour le match contre le Maroc, mais pas pour ce match. Alors, la réunion technique a eu lieu ce matin, occasion pour le sélectionneur Claude Leroy de discuter une nouvelle fois avec les joueurs et de rappeler beaucoup plus les objectifs de ces matchs amicaux. Dites-nous, Augustin, quel est le message essentiel qu'il a transmis aux joueurs? Comme le coach l'a indiqué, depuis que le Togo a opté pour jouer contre les îles Comores, il s'agit un peu d'éprouver la capacité des joueurs togolais devant le jeu de l'équipe du Comore, qui est essentiellement un jeu un peu viril. Il s'agit de faire en sorte que notre équipe se montre très disciplinée, quelles que soient les situations, qu'il n'y ait pas trop de contestation, que le capitaine à lui gère voilà, ces genres de difficultés que nous pourrions rencontrer en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. C'est cela essentiellement l'objectif de ce match, mais en même temps, continuer par travailler sur une façon de jouer que Claude est en train de mettre en place. Donc, il a abordé la tactique, donc c'est le comportement, le mental et la tactique. Voilà les trois objectifs de ce match. D'accord, très bien, on suivra ce match. C'est annoncé à 14h en temps universel. Et vous nous avez dit aussi qu'il y a la télévision togolaise qui va retransmettre le match. On espère de voir tout ça lorsqu'il sonnera 14h en temps universel. Un autre sujet, Augustin Amega, l'affaire d'équipementier. Ça pollue l'ambiance autour. Je ne sais pas si on peut parler véritablement que l'ambiance est polluée autour des éperviers même par rapport à cette affaire. Mais beaucoup d'informations avaient circulé ces derniers jours. L'équipe qui est arrivée en Tunisie sans vêtements chauds. Après, on a dit que le matériel livré par EREA va être convoyé en attendant que Macron, qui doit habiller les éperviers pour la CAN, livre le matériel. Et puis après, on apprend qu'au niveau du ministère, on n'est pas d'accord par rapport à Macron que c'est Sergio qui doit habiller l'équipe. L'alternative ce matin, on va en parler tout à l'heure avec Ferdinand Haïti et les confrères en studio, mais quelle est la situation véritablement, Augustin, à ce niveau? Vous savez, par rapport au problème de l'équipementier, cela a été annoncé par la fédération. C'est Macron qui va habiller le Togo pour la CAN. Et vu un peu le retard que prenaient les choses, le président de la fédération togolaise a pris ses responsabilités. Ça a fait que la délégation n'a pas pu entrer très tôt en possession du matériel pour le premier jour, mais tout est rentré maintenant en ordre. Les éperviers ont tout, tenue de match, tenue d'hôtel, tenue d'entraînement, y compris
entrer dans l'ordre. Je suppose également en bonne intelligence avec les plus hautes autorités du pays. Tout a été fait pour que cette affaire d'équipementier ne constitue pas un autre boulet à traîner durant la phase de préparation. Vous savez que le sélectionneur est très exigeant sur la qualité du matériel. Maintenant c'est fait, tout est rentré dans l'ordre. Les joueurs sont contents du matériel, le staff est content également. Donc je pense que tout est rentré dans l'ordre. Il faut féliciter le président de la Fédération togolaise de football et le comité exécutif pour la diligence qui a été faite et le sérieux qui a caractérisé la gestion de cet aspect des préparatifs. Bon, d'accord, on comprend que vous ne voulez pas aller sur le terrain du ministère des Sports. On ne peut pas vous le contester. Écoutez, Augustin, merci beaucoup à vous et puis on vous souhaite de faire un très bon match face aux îles Comores. Salut à tous les amis supporters des éperviers. Nous savons que vos prières nous accompagnent. À très bientôt. À très bientôt, Augustin Améga. Merci beaucoup. Ferdinand, quelle est la situation réelle dans cette affaire d'équipementier? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent autour. Là, Augustin a soigneusement évité cet aspect. Moi, je ne voulais pas trop l'incliner, mais quel est le vrai problème? Non, moi je crois que avant d'aborder le sujet, je vais partir d'abord de 2012, c'est ça? 2013. 2013. La CAN 2013. La CAN 2013. Oui. Je crois que c'est l'impunité qui caractérise un certain nombre de choses au Togo qui permet aux gens de récidiver. Le compte de la CAN. Si on avait fait les comptes de la CAN en 2013 et qu'on avait situé un certain nombre de responsabilités et qu'on avait sanctionné des gens, on ne serait pas encore aujourd'hui là à gérer encore ces genres de choses. Parce que c'est les mêmes acteurs presque. C'est les mêmes acteurs. C'est ceux qui ont semé la zizanie en Afrique du Sud qui reviennent par d'autres moyens. Sauf que certains étaient ministres, ils ont été remplacés et c'est les mêmes acteurs. Et donc, la question de l'équipementier, tout le monde la connaît. Et le Togo avait des soucis, l'image du Togo était abîmée, donc Puma avait rompu le contrat et on était là à traîner. Et puis après, les deux derniers bureaux exécutifs de la fédération ont sollicité un Togolais, un citoyen togolais, pour un contrat d'organisation des matchs. Et puis ensuite, par rapport au déficit de maillots, donc on lui a demandé de combler ce vide. C'était pas quand même un truc de bénévolat. On lui a demandé de combler ce vide en attendant de trouver un équipementier en bon uniforme. Voilà. Sauf que avec l'arrivée du nouveau comité exécutif, celui qui entre-temps a été sollicité pour accompagner les éperviers veut continuer par mettre la main sur l'équipementier. C'est là où tout part de travers avec le soutien de certaines autorités de la place. Et c'est ça qui est quand même dommage. D'abord, Claude Leroy avait sollicité, je crois, l'équipementier IREA, et les gens l'avaient dénoncé dans la presse, le ministre n'était pas d'accord, tout a été fait pour que ça ne marche pas, et puis après, je crois, IREA a fourni son matériel qui n'était pas adapté. Ensuite, la fédération et le ministère ont convenu de travailler ensemble pour lancer un appel d'offres. Et d'ailleurs, c'était même l'idée du ministère. Et donc, le ministère a dépêché ses experts, notamment Richard Solito, qui est un inspecteur des sports, qui ont travaillé avec une équipe de la fédération. Les termes de référence ont été définis, tout a été transmis au ministre, et le ministre bloque le processus. Parce que le ministre penche du côté de celui qui, entre-temps, avait été sollicité pour habiller occasionnellement les éperviers, que c'est à lui que devait revenir le contrat. Et donc, pendant qu'on devait lancer le processus et que les éperviers attendaient les maillots, le 7, je crois, il y a cela quelques jours, le ministre est à la fédération pour dire qu'il suspend le processus. Et les gens vont en Tunisie, ils n'ont pas de maillot chaud, ils prennent les maillots de IREA, et les maillots ne sont pas adaptés, ils vont solliciter des maillots au niveau de la fédération tunisienne. Les Togolais vont solliciter des maillots chauds au niveau de la fédération. Des vêtements en attendant. Oui, en attendant. Et donc, face à ces situations, le président de la fédération qui voit que bon, le ministre était dans ses manœuvres pour bloquer le processus, je crois qu'il a rendu compte à acquis de droit parce que c'était militaire, et a commandé les maillots Macron, qui sont finalement arrivés, je crois, hier ou avant-hier en Tunisie. Donc voilà plus ou moins comment l'ambiance, cette histoire d'équipementier est en train de semer la zizanie. Et au-delà de cette affaire d'équipementier, il y a d'autres sujets. C'est pour cela que je disais qu'il est important qu'on fasse les comptes de la CAN 2013. Parce qu'il y a aussi la question des vestes
Ceux qui Vous savez habillent les éperviers. avant que les éperviers ne partent, en 2013, on a cousu à toute la délégation des tenues. Et c'était aussi un marché. Les gens ont cousu des vestes avec des tissus qui ne tenaient pas. Une fois qu'on a lavé les tissus, les vestes sont devenues des boubous pour les joueurs. Et aujourd'hui, c'est les mêmes personnes qui sont en train de tirer les ficelles pour avoir le même marché. Et donc, avec l'appui du ministre, donc moi je pense que les autorités doivent faire... Le ministre des Sports, c'est lui, tout le monde sait que c'est lui. Nos confrères de Liberté l'ont interrogé, il a dit que non, qu'il n'en sait rien, il a balancé la balle dans le camp de la fédération, mais tout le monde s'accorde à dire que c'est lui qui sème la zizanie. Et donc moi je pense que il faut faire les comptes de la CAN 2013, situer les responsabilités, décourager les velléitaires pour que ces genres de choses ne se répètent pas. Parce que des gens ont loué des avions dans ce pays, en Afrique du Sud, on n'a jamais vu l'avion, on n'a pas vu l'argent aussi. Il faut quand même constituer les responsabilités. Si on ne punit pas les gens vont toujours faire les mêmes choses. Moi, je ne souhaite pas qu'on retourne à la CAN Gabon et que le Togo soit encore la risée du monde avec les médias aujourd'hui, les réseaux sociaux, et qu'on voit les joueurs, on voit les joueurs dormir à l'aéroport, ou on voit les Gabonais donner des maillots togolais pour qu'ils s'habillent. C'est pas normal. Fabrice, les comptes de la CAN, là, on voit franchement que on devrait le faire depuis bien longtemps, mais on ne l'a pas fait. Aujourd'hui, est-ce que ça ne nous rattrape pas d'une certaine façon? Non, ça nous rattrape, d'autant plus que généralement, lorsque vous confiez une mission à quelqu'un, il revient, il faut qu'il vous fasse le compte rendu. S'il ne fait pas le compte rendu, surtout quand la mission n'a pas été positive, je crois que reconfier encore... même s'il faut reconfier à la personne, il faudrait quand même faire le compte pour situer la responsabilité, dire tu aurais dû faire ci, ça avant de le faire. Mais quand on ne le fait pas et on veut encore avoir les mêmes personnes, ça s'apparente à l'impunité. Et je crois qu'aujourd'hui, il est important, les éperviers du Togo, on en a tellement parlé, il y a eu trop de soucis par le passé. Je crois que cette fois-ci, il y a quand même certaines dispositions qui ont été prises en amont pour qu'on ait une CAN sereine. On n'a pas besoin de ramener une Coupe d'Afrique des Nations, mais au moins quand on y va, il faut laisser une bonne impression. C'est tout ce que les Togolais souhaitent. Sinon, on est fatigué de dire à des moments, on regrette même d'avoir eu des qualifications, je ne souhaiterais pas ce genre de situation. Et donc aujourd'hui, je crois que c'est fondamental. Et je me dis, même s'il y a défaut de faire les comptes de la CAN, tous ceux qui ont mis la main en 2013, tous ceux qui ont eu à gérer, qui ont été impliqués, il faut les mettre de côté. Il faut carrément les mettre de côté en attendant. Sur quelle base faut-il les mettre de côté? Puisque en réalité, on ne leur reproche rien du tout. Oui, mais aujourd'hui... Il faut qu'il y ait un rapport qui leur fasse des reproches d'abord avant de les écarter quand même. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a que Sergio Sport qui puisse être capable de livrer les équipements aux éperviers. Et surtout qu'on ne l'a pas mis de côté parce que c'est Sergio Sport, mais je crois qu'à un moment donné, au niveau des offres également... le dossier qu'il a fourni n'était pas convaincant. Je crois que c'est sur cette base. Donc bon, moi je suis personnellement, j'aurais aimé que ça lui revienne, mais si du point de vue qualité il répondait, mais s'il ne répond pas du point de vue qualité, si ce n'est pas son boulot, les équipements sportifs, si ce n'est pas son boulot, il ne faudrait pas qu'il force. Ce n'est pas parce qu'il est togolais, il ne faut pas faire de la complaisance. Même s'il faut aller chercher quelqu'un à l'extérieur qui peut bien manager, qui peut bien chapeauter l'organisation pour que ça marche, moi je suis d'accord. Je suis d'accord. Ben, la preuve, aujourd'hui, il y a un débat, même quand vous prenez au niveau des coachs. Il y a certains qui optent pour les coachs locaux. Ben, aussi faut-il que ça marche. Si ça marche, c'est bien, c'est l'idéal. Mais si ça ne marche pas, bon, souffrons que bon, là on peut trouver des compétences pour que ça marche. Aujourd'hui, le monde devient un. Donc je crois qu'aujourd'hui, il faudrait que les gens mettent de côté les intérêts égoïstes. Et il y a eu quand même des occasions où les gens... Fabrice, la manière dont c'est parti déjà là, est-ce qu'il n'y a pas de peur, de crainte que... à la CAN, le Togo, franchement, on soit encore comme Ferdinand. Non, mais je crois que si on ne recadre pas rapidement les choses. C'est en cela, il y a un peu une certaine particularité. À la veille des élections au niveau de la FTF, il y en avait qui ne voulaient pas de quoi habiller. Oui. C'est à ce niveau que parfois on se dit, c'est pas parce que les autres n'avaient pas de la compétence. C'est tout ce qu'on n'a pas voulu. C'est pas qu'ils n'étaient pas compétents pour diriger la FTF. Mais il y a des situations où parfois il faut être fou pour faire avancer les choses. Et je crois qu'à ce niveau-là, parfois on a besoin d'une certaine dictature pour faire marcher les choses. Tout à l'heure, Augustin disait que le colonel Akpovi a pris ses responsabilités. Il a pris ses responsabilités. Nous, les informations qu'on a, oui. il a parce que j'aurais aimé. Non seulement qu'il a commandé les maillots,
mais il a fait signer le contrat indépendamment du courrier du ministre. Oui, mais là on l'a c'est ça, je disais que... Est-ce qu'il a l'argent pour continuer? Mais c'est pour ça que je disais qu'il a rendu compte à qui de droit, parce que c'est un officier. Il a dû faire un rapport à quelqu'un qui l'a autorisé. Moi j'ai appris aujourd'hui, ce matin, qu'il a signé le contrat avec Macron. En dehors des 2 lots qui sont venus pour jouer les matchs amicaux, qu'il a signé formellement le contrat, il reste seulement à l'officialiser. Maintenant, il reste obligé de s'expliquer parce que... Il a signé le contrat sans le ministère. Oui, mais parce qu'il y a un délai. Le Togo devait transmettre les caractéristiques de son équipement à la CAF. Au plus tard le 19. Aujourd'hui, on est on est quoi? Le 19 octobre. Le 19 octobre. Aujourd'hui, on est parce que la CAF aussi nous attend. C'est une compétition, tout est réglementé. Donc, un ministre ne peut pas mettre les bâtons dans les roues. Et je crois qu'il faut que chacun joue son rôle. Oui, c'est ça. En 2013, on a compris qu'il y avait des sérieux problèmes au niveau de la FTF, à qui on a arraché l'organisation pour remettre à la primature. On a vu ce que ça donnait. Bon, aujourd'hui, on a plus ou moins la chance qu'il y a une certaine sérénité au niveau de la fédération. Mais je crois que le ministre sait quel rôle il doit jouer dans ça. La fédération aussi sait, les joueurs savent, les journalistes savent, et que chacun joue son rôle. C'est tout simplement ce qu'on demande. J'aurais aimé peut-être que vous accordiez l'interview au directeur de publication du Canard Indépendant plutôt qu'au directeur de la communication. moi, je pense qu'au stade où nous en sommes, tout n'est pas parfait au niveau de la fédération. Parce que d'ailleurs, on vient même de très loin. Mais on remonte petit à petit. L'image commence par s'améliorer. Alors, il faut éviter de créer des crises artificielles qui vont encore plomber ou saboter les efforts qui sont en train d'être faits actuellement. C'est pour ça que moi, je suis dans une démarche positive. C'est-à-dire qu'il faut quand même amener les gens à remonter l'équipe. On a un bon entraîneur, quoique cela nous coûte des yeux de la tête, on ne connaît pas le contrat, il semble qu'il est passé par la présidence, d'accord, mais il est venu, on a vu que les résultats se font sentir, l'équipe est maintenant disciplinée, il arrive à discipliner tout le monde, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, à la fédération, il faut régler les problèmes. Comme Fabrice l'a dit, il faut que le ministère aussi joue son rôle, la fédération joue son rôle pour que les choses se passent comme la musique. Parce que c'est une harmonie pour que ça soit bien écouté. Donc, moi je ne souhaite pas que, pour des intérêts bassement matériels, des gens s'appuient sur des autorités pour saboter le travail d'autres personnes. Parce qu'à la fin, si on va au Gabon et que ça commence par aller dans tous les sens, c'est toujours le Togo. On dira oui, ce pays-là, mais c'est des récidivistes notoires. Et tout ça part du fait qu'on n'a pas fait les comptes de 2013. Parce que c'est les mêmes acteurs qui reviennent. Est-ce qu'il ne faut pas oublier maintenant les comptes? Parce que là... Non, il faut pas oublier les comptes, c'est les mêmes acteurs. Écoutez, ça fait déjà 3 ans qu'on a participé à l'UTAN. Actuellement, pour la confession des vestes, les gens se bagarrent. Parce que les gens savent ce qu'ils ont fait en Afrique du Sud, ils ont surfacturé les vestes, et puis après, les gens ont vu que les tissus n'étaient pas de bonne qualité. Il y a la question des sponsoring, il y a énormément d'intérêts. Nous, on n'est pas dans ces genres de trucs, parce qu'on est des journalistes, mais ceux qui sont impliqués dans ce business, ils savent ce qu'ils gagnent. C'est pour ça que les gens ne veulent pas lâcher prise. Donc, il est important que les autorités du pays puissent regarder de très près la situation et discipliner les uns les autres. Et que chacun joue convenablement son rôle pour que, bon, on n'assiste pas encore à des dérives de ce genre. Ouais, la guerre qu'on a eue en Angola, qui s'est terminée en queue de poisson, on a eu les comptes, au moins on a fait les comptes. Même si on n'est pas d'accord sur certains éléments, au moins il y a eu des comptes qui ont été faits. Parce que quand on ne fait pas le compte... Est-ce qu'il ne faut pas oublier les comptes 2013? On ne peut pas oublier. Pour qu'on passe à autre chose. Parce que là... On n'oublie pas des choses comme cela. Tôt ou tard, ça rattrapera les gens. Il y a le confrère, l'équipe sportive, je pense qu'il y a 2 semaines, avait sorti un élément là-dessus, ou 1 mois environ, dit... La primature demande au ministère de l'économie et des finances de publier les comptes. Le ministère répond en demandant à la primature de publier les comptes. Alors on fait un jeu de ping-pong. Ça veut dire que des gens ne sont pas disposés, prêts aujourd'hui, à faire les comptes. Est-ce qu'il ne faut pas l'abandonner? Je crois qu'avant son départ, Aoumé Zouma a écrit au ministère des Finances, à l'époque tenu par Yassor, parce que c'est le ministère des Finances qui avait fait l'audit, de publier les comptes. Le courrier est là, mais les comptes n'ont pas été publiés. Mais nous, les journalistes, on va mettre la pression pour que les comptes soient publiés, parce qu'ils ont l'obligation de rendre compte aux Togolais de la façon dont ils ont géré. Je sais pas, c'est de l'argent qui a été prélevé sur les communications, le ciment, tout. Si on ne rend pas compte au gouvernement, c'est-à-dire que les gens ont contribué. Il faut forcément faire ces comptes-là. Parce que si on ne le fait pas, ça risque de recommencer. Généralement, quand il y a une certaine impunité, mais bon, les gens
sont enclins à recommencer les mêmes bêtises. D'accord, très bien. On a 5 minutes avant d'observer la pause. Bonjour Loïc Lawson. Bonjour Rigator, bonjour à tous les usagers du taxi. J'espère qu'il y aura un peu de place pour moi et qu'ils vont accepter m'accueillir. Je sais pas, vous suivez le débat sûrement dans vos véhicules arrivés. Un petit commentaire là-dessus? Non, mais ce qui se passe, si c'est avéré qu'effectivement que les problèmes sont tels qu'ils sont, parce que j'ai beaucoup entendu parler, j'ai lu sur les réseaux sociaux, c'est que c'est grave. Parce que nous sommes à 1 mois de la CAN. Et s'il y a 1 mois, il y a encore ces petits quiproquos, ce n'est pas normal. S'il y a 1 mois, l'équipementier avec lequel on veut signer un contrat, je ne sais pas si c'est finalement signé parce que pas. Et puis c'est un équipementier qui a été amené au Togo par des anciens joueurs, dont le père de Gilles Sounou, c'est ça? Oui, Sounou Maouli. Bon, ça n'est pas encore de problème. Tant que c'est dans de bonnes intentions qu'ils l'ont fait, nous oui, voilà. Alors, et la livraison, que jusqu'à présent on ne puisse pas livrer. Et ils ont livré hier. Ils ont livré hier. En Tunisie. Les maillots de jeu ont été livrés hier. Ouais, en Tunisie. Bon, tout cela. En tout cas, moi, ça ne me guérit pas de bonnes choses pour le moment. Et je vous parie que selon les expressions, les joueurs ont des choses encore sur le cœur, mais ils ne veulent pas parler pour qu'on ne dise pas que c'est eux, ça vient d'eux. Ils attendent vraiment d'être au pied du mur avant de pouvoir parler. Que Claude Leroy, qui lui souvent aussi se précipite, il faut aussi avouer cela. Le monsieur va plus vite que son employeur. Son employeur, il se prend un peu trop la tête. Son employeur, c'est le chef de l'État. Voilà, comme il a eu un interlocuteur direct, le chef de l'État était son interlocuteur direct. Je crois qu'au niveau de la TF, on n'arrive pas à le maîtriser. Il se prend un peu trop la tête. Et je crois que là aussi, Apovi doit essayer de mettre de l'ordre. Parce que s'il n'arrive pas à le faire avant la CAN, Claude Leroy, il ne pourra pas maîtriser Claude Leroy au cours de la CAN. Bon, le problème, c'est que si l'entraîneur a facilement plus d'entrée auprès du chef de l'État que le président de la fédération, tu vois que bon... Non, mais il ne peut pas faire du chantage, il ne peut pas continuellement faire du chantage, entre guillemets. Lui-même à la conférence de presse la dernière fois, il disait qu'il n'y a pas de problème entre lui et le bureau comité exécutif. Parce qu'au niveau du comité exécutif, personne n'ose lui reprocher quoi que ce soit. Parce que derrière... On le craint. Moi, je parie que Claude Leroy serait un autre entraîneur. Manière dont il parle un peu vite. Écoutez, comment ça se passe ailleurs? Non, un entraîneur pour sortir parler comme ça. Non, c'est une équipe nationale. Oui. C'est une équipe nationale qui dirige. C'est pas encore le football. Oui. Quand moi je vois Didier Deschamps, il fait, si vous n'êtes pas d'accord, vous le virez. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les résultats, Didier Deschamps, il ne fait pas aller-retour au niveau de l'Élysée tout le temps comme ça. Monsieur, merci beaucoup. On a 3 minutes. Je voulais juste avoir votre avis, parce que je ne voudrais pas qu'on s'étale là-dessus, à la situation au niveau du CAR. Vous en avez parlé dans votre parution mercredi dernier, Fabrice. Aujourd'hui, on est sûr, Apevon n'a pas envie de se battre pour le CAR. Apevon veut avoir son parti politique. C'est clair. Oui, mais je crois qu'il y a quand même des précédents qui font qu'après, ce n'était pas la peine de poursuivre avec ce bras de fer. Il y a eu ça à l'UFC, on a vu, finalement l'ANC est née, il y a eu ça même au but, paix à son âme, Vidada et tout ça. Donc il y a eu plein d'exemples comme cela où finalement on se rend compte que tant que tu n'es pas le fondateur du parti, le parti revient toujours au fondateur. Et donc, à la fin. Donc naturellement, et je crois qu'Apevon l'a compris et bon, il n'a pas voulu poursuivre. Sinon, il aurait pu également créer des problèmes jusqu'à même aller devant les tribunaux et tout cela, mais je crois qu'il a voulu arrêter tout ça et peut-être lancer sa propre formation politique. Mais maintenant, quelle sera la force ou la capacité de cette formation politique, on envisagera. Mais ce qui est sûr, le CAR avec Apevon et Agouevon ensemble était un parti gravataire. Et donc aujourd'hui, qui se sont séparés, le CAR ne tiendra pas debout. Et le parti qui naîtra également non plus ne tiendra pas tellement sur ses pieds. Oui, mais bien évidemment. C'est-à-dire que quand ils étaient ensemble au CAR, ça ne marchait pas. Le CAR, on a connu le CAR dans les années 90 où c'était l'un des principaux partis de l'opposition. Mais au fil du temps, ça s'est dégradé jusqu'à ce que finalement ils n'ont que quelques députés et généralement leurs députés c'est dans une même zone. C'est-à-dire... on parle souvent d'un parti cantonal. Oui, préfectoral et tout cela. Et donc, bon, aujourd'hui, Apevon partira avec l'électorat de Vaughan, puisqu'il est de Vaughan, et puis Agoueva gardera celui
tableaux et bon, vous voyez que naturellement les forces sont émiettées. Alors, est-ce que ça peut permettre à des partis comme au but, puisque c'est des zones où beaucoup de partis politiques existent, est-ce que ça peut permettre aux autres peut-être de rebondir? On verra. On verra. Ferdinand, juste un mot, puisqu'on l'aura l'antenne. Je crois que l'essentiel a été dit, l'essentiel a été dit, aux deux camps on leur souhaite bonne chance. Tout simplement. Moi, un seul regret, j'aurais aimé si on était vraiment dans un pays assez, vraiment où les partis politiques jouent le jeu démocratique, que ce soit un congrès qui départage cette guerre. J'aurais aimé que ce soit un congrès où Pévon dit qu'il est populaire, Agouibo dit que les militants départagent. J'aurais aimé qu'on aille à ça et qu'on sache qui vraiment, quelles que soient les manipulations financières et qu'on soit, qu'on voit. Parce qu'à ce niveau, les militants vont choisir, vont trancher pour la personne qu'il fallait. Mais malheureusement, bon, Pévon a accepté finalement jeter l'éponge. Oui, si. Hein? Là, il a vraiment jeté l'éponge. Malgré lui. Merci beaucoup, Ferdinand Haïté, Fabrice Petiesi et Loïc Losson. Nous allons marquer la pause. Visite presse avec Ferdinand Haïté, Fabrice Petiesi et Loïc Losson ce matin en studio. Nous allons poursuivre et nous allons parler des États-Unis. Les États-Unis, d'abord, avec Donald Trump président, à la surprise générale, l'homme qui s'est battu seul contre tous, a remporté les élections. C'est vrai, ça a provoqué une onde de choc dans le pays. Loïc, vous faisiez partie des rares personnes, en tout cas ici, à croire à la victoire de cet homme. Oui, parce que il suffisait, excuse-moi, de savoir un peu être réaliste, lire dans les lignes et comprendre que c'était lui. Il n'y avait pas autrement. Les gens pronostiquaient, les gens pariaient. Je suivais des documentaires un peu sur des chaînes étrangères, beaucoup d'argent pour dire que c'est Hillary. Les gens pariaient même leur maison, leur domaine. Mais voilà, à la grande surprise, c'est Hillary parce que c'est Trump. Parce que, comme je le dis, et les Américains, c'est un peuple, qu'on le veut ou non, assez éduqué. Ils ont un niveau d'éducation assez élevé. Ils savent ce qu'ils veulent, ils savent ce qu'ils cherchent. Et ils savent dire à un moment non à un système qui les a gouvernés pendant 8 ans. Ils savent dire, essayons quelqu'un pour voir. Et c'est pour ça que... C'est ça qui est déterminant à la fin aussi. C'est un élément. C'est-à-dire qu'on a eu les démocrates qui nous ont gouvernés pendant 8 ans. Essayons autre chose. Je peux avouer que ça fait partie aussi. Essayons autre chose. C'est même ça le sens de la démocratie. Voilà ce que quelqu'un d'autre peut faire. Mais là, là où ce peuple a surpris, justement, c'est parce que malgré tout le matraquage médiatique qui a été fait pour les amener à ne pas voter pour Trump, alors que les Américains, il est démontré que c'est un peuple qui suit beaucoup, en tout cas, c'est que les grands médias disent. Il suit beaucoup les grands médias, Washington Post, New York Times, CNN, machin, sans compter que Fox News, elle, on sait qu'elle est républicaine 100%, oui. Mais ils ont décidé à leur propre, c'est-à-dire de leur sort, face au monde entier. Et c'est pour ça que j'étais un peu d'accord avec le titre du Figaro qui parlait de l'ouragan Trump. C'est-à-dire, personne ne l'a vu venir. Et pourtant, il est arrivé à s'imposer. Les meilleurs spécialistes, analystes, ont fait comprendre quoi. Et quand tu les suis, avec non, il n'a aucune chance. Dès le départ. Et quand tu suis, quand tu vas sur le site, tu lis un peu le programme, ce qu'il dit réellement, et ce que même les Américains eux-mêmes pensent de lui réellement, tu te rends compte qu'on nous servait n'importe quoi. Juste qu'on voulait nous faire comprendre que le monsieur est un... Je ne sais pas comment vous appelez, c'est ça, c'est macho, et qu'on ne voyait que le côté négatif, alors que le monsieur en réalité est un travailleur. Et pour finir, je vous dirais, ce n'est pas une conclusion bien sûr, que ce monsieur va vous surprendre. Il va vous surprendre, il fera mieux que Barack Obama. Beaucoup disent à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce que on a écouté son discours avant le scrutin. Quand il a gagné son premier discours, on a vu que c'est pas trop différent quand même de ce qui se fait aux États-Unis. Hein. Bon, oui, mais on n'a jamais dit que c'est différent. Je te dis que Eric... C'est la même chose. Il y a un canevas qui est tracé, il ne peut pas passer outre. Le monsieur a dit aux Américains ce qu'il voulait entendre. Et ce peuple, je me dis, on n'est pas plus intelligent qu'eux. Ils vivent leur réalité, ils savent ce qu'ils cherchent, ils ont voté pour la personne qui leur fallait. Merci beaucoup Loïc. Mais Fabrice, comment est-ce que les instituts de sondage peuvent se tromper à tel point? Ça fait quand même 2 faits majeurs là où on les remarque. Rappelez-vous de Brexit, où les sondeurs n'ont jamais vu que ça devait arriver comme cela. Là, ils se plantent de nouveau.
Oui, ben, un sondage reste un sondage. C'est toujours des hypothèses qu'on émet. Sauf que par le passé... Non, on sonde des gens. Oui, oui, mais un c'est un échantillon. Mais ce n'est pas toujours dit que c'est 100% la réalité. C'est-à-dire, en fait, le problème aujourd'hui, c'est que par le passé, les sondages, ça a toujours abouti. Et sauf que cette fois-ci, ça n'a pas... Les Américains ont été hypocrites. Ce qu'ils ont Oui. dit avant, ce qu'ils ont fait... Oui, il y a ça aussi. Mais de façon globale, un sondage, c'est toujours des hypothèses qu'on émet par rapport à une situation donnée. Mais par le passé, toutes les fois que les sondages, tout ce que les sondages ont toujours dit, surtout concernant l'élection en Amérique, ça a toujours abouti. Et parfois, il faut aussi dire qu'ils influencent un peu l'opinion. Et il y a aussi, mais il faut reconnaître aussi qu'il y en avait parmi, même s'ils sont très rares à dire que Donald Trump devait gagner aussi. Donc il y en avait. Maintenant, comment est-ce qu'il est arrivé à gagner? Moi d'abord, la première hypothèse, c'est que les Américains, ils ont une tradition de l'alternance. Et généralement, soit les démocrates font les 8 ans, ils passent, et puis les républicains arrivent. Ça, c'est fréquent chez eux. Donc ça, c'est le premier aspect. C'est-à-dire les démocrates ont déjà fait 8 ans. Avec un Barack Obama qui n'a pas plus ou moins été à la hauteur. Enfin, on dit que son bilan, quand vous écoutez les analystes, on estime que son bilan n'a pas été positif. Donc du coup, Donald Trump avait en face de lui quand même quelqu'un qui n'était pas également vierge politiquement parlant, parce qu'elle est un peu comptable. Elle est dans le système. Oui, et puis elle est un peu comptable du bilan de Barack Obama, puisque dans son premier mandat, elle a été pratiquement son ministre des Affaires étrangères et tout cela, le poste le plus important. Et donc elle avait plus ou moins un bilan à défendre. Et maintenant, quand on prend la stratégie de Trump, elle a marché. Et puis quand vous prenez les statistiques, oui, le populisme, et effectivement, il a dit aux Américains ce qu'ils voulaient entendre. Et puis il a joué sur beaucoup d'éléments, le racisme et tout cela et autres. Et bon, ça a marché. À un moment donné, les gens se sont dit, même si c'est un diable, il faut le prendre et on verra. Puisqu'on est avec les saints, ça ne marche pas. Il faut, même si c'est un diable, il faut forcément l'essayer, voir. Mais de façon globale, il faut dire également qu'à un moment donné, la démocratie américaine, c'est-à-dire où c'est le peuple qui donne le pouvoir, a montré une petite limite avec cette histoire de suffrage indirect, les grands électeurs. Parce qu'on dit que quand on prend le suffrage populaire, Hillary dépasse pratiquement les 200 000 voix à Donald Trump, mais puisque ce n'est pas le vote populaire qui passe, c'est les grands électeurs, bon, naturellement c'est passé. Et donc je crois qu'aujourd'hui, il a vraiment su jouer malgré la calomnie, et c'est là aussi il faut prendre l'impact des médias. Je crois que cette fois-ci ça n'a pas ébranlé les Américains qui étaient fermes sur leur position. Il a parlé même de la misère aux États-Unis. Je crois que ça aussi, ça doit alerter tous les autres pays du monde pour comprendre que même aux États-Unis, on parle de la misère et qu'il faut que chacun prenne son destin en main pour s'en sortir. Parfait. Ferdinand, vous l'avez dit, hein, bon, que ce soit Donald Trump ou Hillary Clinton, c'est même pipe, même tabac. Ça vous fait ni chaud ni froid. Oui, moi je n'avais pas véritablement le choix. Mais avant d'aller dans le fond du sujet, je voudrais d'abord faire quelques observations. Ces élections aux États-Unis viennent encore une fois de démontrer que les États-Unis resteront encore le plus longtemps pour l'attraction du monde. Parce que, juste parce qu'on fait les élections aux États-Unis, le monde entier s'est arrêté, tout le monde était braqué sur les États-Unis. Ça veut dire que ce pays reste toujours l'attraction du monde. Tous les médias dans le monde entier, tous les pays, les gouvernants, tout le monde attendait les résultats aux États-Unis. Lorsque Donald Trump a été élu, toutes les bourses du monde, les places boursières ont dévissé. Ça veut dire que les États-Unis aujourd'hui, c'est le pays phare du monde. C'est pas quand on fait les élections en Chine ou en Russie, personne ne s'en préoccupe. Donc c'est fondamental. Et donc ça c'est la première remarque que je voulais faire. Ensuite, il faut souligner le fait que ce que ces élections, ce que l'élection de Donald Trump nous enseigne, c'est que c'est l'Amérique profonde, l'Amérique originelle qui a voté pour Trump, l'Amérique de la race blanche, qui est accrochée aux valeurs fondamentalement chrétiennes, qui a porté Trump au triomphe. Et quand vous voyez les statistiques, les catholiques comme les protestants, Trump lui-même, les presbytériens, tous ces gens-là ont voté massivement Trump. À cause de cette l'homosexualité aussi, qui aura joué. Oui, et tout ça, parce que le Ku Klux Klan a donné son appui
ouvertement à Donald Trump. Et donc, tout cette Amérique qui se dit que, bon, ben, l'Amérique, la puissance américaine, l'Amérique des Far West, l'Amérique de je ne sais pas quoi, c'est cette Amérique qui a voté. Et donc, sociologiquement, nous devons comprendre que ce que ça nous envoie comme message, c'est que la race blanche pense qu'elle est toujours au-dessus de toutes les autres minorités. Et c'est ce discours captivant que Donald Trump a servi aux Américains, en disant les Latinos, c'est des violeurs. Les Noirs, qu'est-ce qu'il dit des Africains? C'est des paresseux, des gens... Mais même les Latinos ont voté. Les Latinos, les Américains et les Africains ont voté. Attends que j'arrive. Non, attends que j'arrive. Attends que j'arrive. Le fond du message, c'est ça. Redonner l'Amérique aux Américains. C'est ça. C'est ça. Redonner l'Amérique aux Américains. Attendez, Loïc, attends. Redonner l'Amérique aux Américains. Et c'est Trump qui est leur image. Et quand vous suivez... Parce qu'il y a ce qu'on appelle la sociologie de l'électorat. Quand on vote, il y a ce qu'on appelle la sociologie de l'électorat. Tout à l'heure, vous avez discuté avec Fabrice et on parlait du vote caché. Oui. Quand on vote, en sociologie électorale, il y a ce qu'on appelle le vote caché. C'est ça qui a trompé les sondeurs. Les gens ont dit, on vote ceci. Les gens n'ont pas sorti leurs intentions. C'est ça. Et quand vous suivez bien la sociologie de l'électorat, ceux qui ont voté pour Trump, c'est les gens fondamentalement de la race blanche qui ont dit, ça c'est l'image que nous avons de l'Amérique. C'est l'image que Trump représente. L'Amérique l'Amérique des premières heures. Vous voyez. Et donc, c'est le message que ça renvoie vers le monde. C'est pour ça d'ailleurs que vous comprendrez que tous ceux qui sont dans les rues aujourd'hui, c'est tous ceux qui sont de brassage, les immigrés, les jeunes qui sont dans les villes, qui se disent mais attendez, c'est pas ce modèle qu'on nous a vanté. C'est-à-dire l'Amérique qui intègre les autres races. Et Trump l'a dit plusieurs fois dans ses discours en disant nous allons faire de l'Amérique une nouvelle puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous allons faire de l'Amérique ce qu'elle était avant. Et Trump il est qui? Il est admirateur de Reagan. Reagan, c'était qui? Et Trump dit, quand vous allez lire son programme, il dit des choses qui nous renvoient vers la grandeur de l'Amérique. Donc, fondamentalement, c'est le message que ça envoie. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il ne va pas faire? Ça, c'est la réalité du pouvoir. La transition va être bien conduite par Barack Obama jusqu'au 20 janvier prochain où Donald Trump va intégrer la Maison Blanche. Oui, juste un mot, on va passer à oui, non, sincèrement, et c'est à mon avis, raisonner dans ce sens, je le respecte, mais c'est faire insulte à l'intelligence des Américains. Tu as parlé d'un nom tout de suite, tu as cité Barack Obama. C'est les mêmes qui ont voté Barack Obama il y a combien d'années? Il y a juste quelques temps. C'est les mêmes blancs. Pourtant, il y avait un blanc face à Barack Obama. Quelqu'un qui réfléchissait comme Trump, mais pourtant ils ont préféré Barack Obama. Non, les Américains ne pensent pas. Je pense. Non, laisse-moi finir. Non, laisse-moi finir. Je ne pense pas ça que les Américains votent dans ce parce que on veut revoir l'Amérique d'hier, parce que c'est l'Amérique blanche. Non, un secondo. Si c'est ça, je dis bien que ils allaient pas accorder un second mandat à Barack Obama. Ils avaient la possibilité de ne pas lui accorder, pourtant ils le lui ont accordé. Hier, il y a eu un documentaire sur France 2, le complément d'accueil. Tu as vu dedans, il y a des musulmans qui n'ont rien à voir avec la race blanche, qui ont soutenu Trump de bout en bout, et qui faisaient campagne. Je viens, non, ne dis pas que c'est marginal. Non, ne dis pas que c'est marginal. S'il y a un, c'est qu'il y a 1 million. S'il y a 1 million, c'est qu'il y en a plus encore. Je t'assure, c'est comme ça. En sociologie, comme tu le dis, c'est comme cela. S'il y a un, il y a plusieurs. Secondo, le troisième argument que moi je balaye d'un revers de la main, c'est me dire que les sondeurs se sont trompés parce que... Non. Je vais te dire, il ne faut pas aussi qu'on soit dupe. Les médias, comme les trompeurs, on sait qui les dirige. Et Trump l'a toujours dénoncé pendant la campagne, que les médias là sont au service des clans. Les médias, parce que quoi? Qui sont derrière ces médias? Qui sont les actionnaires? Qui les dirigent? C'est le même groupe les lobbies là, qui ont soutenu Hillary, qui sont derrière les médias et qui faisaient marteler pour faire comprendre qu'il faut que Trump ne vienne pas. Mais les Américains ont encore démontré qu'ils sont intelligents et qu'ils ne se laissent pas manipuler. C'est pas un peuple gondouanais. Ah, d'accord. En fait, quand vous prenez un peu les résultats des élections, bon, c'est bien peaufiné. Quand vous prenez les statistiques, ceux qui ont beaucoup plus voté Trump, ce sont ces Américains de la race. Mais ils sont plus nombreux aux États-Unis.
États-Unis. Oui, oui, c'est ça. C'est pour le pays. Mais qui sont plus nombreux. Où est le problème? Ils ont aussi voté pour un noir il y a quelques années. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire Trump a su qu'il y avait un certain malaise. C'est-à-dire les Américains recevaient quelque chose qu'ils ne voulaient pas exprimer. Donc il y a un malaise. Il fallait changer. Oui, et voilà du coup. Il fallait changer le système alors. Il y a un malaise. Quand tu prends l'Allemagne hitlérienne, c'est pratiquement le même. C'est clair. La même. Il y a un malaise. La race aryenne. C'est clair. C'est pratiquement la même chose. Ils ont joué là-dessus. Mais bon, quand on me dit que oui, les Noirs, les Latinos ont voté, même quand vous allez en France, il y a des Noirs dans le Front National. Oh non, on refuse pas, mais ne dis pas que c'est marginal. Oui, mais c'est-à-dire son électorat fondamental, et quand vous prenez son slogan, d'abord il y a beaucoup donc, qui ont Hillary, c'est la race noire. Vous voulez me dire que Hillary, c'est trop marginal. Dans cet argument, moi, c'est la première fois que je l'entends. C'est dans les idées. C'est pas un argument, c'est au niveau des idées. C'est au niveau des idées. C'est pas vous êtes parti sur cet argument. Quand vous prenez, d'abord, il y a eu également la gestion de Barack Obama qui n'a pas été un peu à la hauteur. Voilà. Donc ils ont noté ça, ils l'ont gardé. Oui, c'est clair. Mais aujourd'hui, quand vous prenez un peu le slogan sur lequel Donald Trump a surfé, quand il dit redonner l'Amérique aux Américains, mais le sens est profond. Le sens est profond. Il parle pas des Noirs, il parle des Blancs. Mais bien évidemment, quand il dit redonner l'Amérique aux Américains, il le dit avec des... Quand il dit par exemple, je vais exclure près de 11 000 clandestins et tout ça là, je vais plus donner des visas aux musulmans et tout ça là et autres. Mais vous voyez que c'est l'Amérique. Et plus pire, hein. Il est à la recherche de l'Amérique. C'est vrai que maintenant qu'il est élu, le discours va changer. Oui, ça c'est clair. Le monsieur dit, je vais détruire Daesh. Je te dis que le nombre de musulmans qui ont voté aux États-Unis, les musulmans qui ont voté pour ils sont inestimables. J'ai un dernier sujet. Je te donne un indice. Non, moi aussi je peux te donner deux. Parce que tu me laisses pas prier, tu me laisses pas parler. Toi, tu as parlé beaucoup plus que moi. Tu as parlé plus que moi. Quand Donald Trump dit que l'Amérique, il n'y aura plus le droit de sol, qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça. C'est pour les Blancs. Il n'y aura plus le droit de sol. C'est-à-dire quoi? Les gens... Oui. Mais attends, les gens se lèvent ici, ils vont faire naître leurs enfants aux États-Unis pour avoir la nationalité américaine. On a l'impression qu'il ne connaît pas l'Amérique. L'idéologie de l'Amérique, c'est le brassage. Il appelle le melting pot. Quand il dit ça... Les Américains, les Blancs ne sont pas... Le melting pot n'a pas été inventé par les Noirs. Quand on prend l'histoire, le premier peuple américain, ce ne sont pas les Blancs. Ouais, c'est clair. Ce ne sont pas les Blancs. Quand il dit, il remet le droit de sol en cause. Ça, c'est pas un problème. Il dit, il remet le droit de sol en cause. C'est comme ça, les gens sont devenus américains. Quand il dit qu'il remet le droit de sol en cause, derrière cette idée, il y a quoi? Il y a le fait que nous ne voulons plus que d'autres personnes viennent prendre notre nationalité en naissant sur nos territoires. Ça, c'est un débat qui existe, mais en France, mais partout dans toute bien sûr. Non, ce n'est pas sur ça. Si aujourd'hui, en 2020, je me lève, je dis je suis candidat à la présidentielle, dès que je serai élu, les Libanais vont quitter les parcs au port, les hippos vont faire ceci, les gens vont m'aimer. Si on est au Gondwana, les gens vont t'aimer justement. Là-bas, les gens, non, ce n'est pas comme ça. Monsieur, merci beaucoup. On va passer à un autre sujet. C'est passionnant quand même. Hein? Vous êtes mauvais. Alors, on va revenir chez nous au Togo pour évoquer, vous savez, la question de la pauvreté a été largement abordée cette dernière semaine par les journaux. L'alternative ce matin, vous avez parlé des logements sociaux. Ça semble intéressant, puisqu'on a parcouru un petit peu l'article aussi. Les réalisations de John Dramani, puisqu'il y a des élections qui se préparent également au Ghana. En 4 ans, eh bien, vous avez présenté une image à la une de votre journal. Et puis, en 10 ans de règne de Faure Gnassingbé, les images aussi sont là. Bon, la question, on se dit, mais pourquoi est-ce que vous soulevez ces genres de débats, finalement? Oui, ce débat mérite d'être soulevé pour plusieurs raisons. D'abord, réveiller nos autorités, réveiller ceux qui ont en charge de la gouvernance du pays. Essayer de leur faire comprendre qu'ailleurs ou à côté, il y a beaucoup de choses qui se font dans le bon sens, mais des choses qui se font aussi selon la grandeur ou la vision qu'on a d'un pays. Moi, ce que je reproche souvent à M. Faure Gnassingbé, c'est d'être trop fermé dans son palais et de faire confiance à des gens qui sont autour de lui, qui viennent
présenter des projets. Vous voulez demander à Fonia Simbekou chaque matin qui sort du Non, centre j'ai pas avec dit ce ça. promène à l'Obi. Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça, mais je dis un président de la République ne s'enferme pas tout le temps dans son palais. De temps en temps, il faut être sur le terrain pour remarquer un certain nombre de choses. Il faut être sur le terrain, il faut être en communion avec les populations. Comment est-ce que vous pouvez imaginer que pour aller inaugurer un marché à Kounion où le président va en hélicoptère, il pourrait prendre toute une délégation, circuler, regarder un peu comment la ville de Notien est, comment la ville d'Atakpamé est, avant d'arriver à Kounion. Au moins, il comprendrait comment le pays évolue. Vous voyez. Et donc, quand vous voyez ce projet-là, vous voyez ce que Dramani a fait au Ghana et continue de faire d'ailleurs, puisque c'est le bilan qu'il présente, des villes entières ont poussé en logements sociaux. Et vous voyez le projet que les gens sont allés vendre à Fort pour les logements du lycée d'Aïdo Gomé, que les journalistes ont d'ailleurs contesté. Nous sommes allés sur le site. Voilà les cases qui sont en train de construire. Avec un réseau de... Vous appelez ça case? Mais regardez, mais les images parlent. Les cases, c'est en bambou, hein. Oui, mais regardez, les images parlent. C'est-à-dire que quand vous voyez, on est allé sur le site, quand vous voyez ça, vous avez honte d'être Togolais. C'est pas possible. Et derrière cette histoire, c'est toujours un réseau de, je ne sais pas, Libanais ou Indo-Pakistanais avec un économiste à la présidence qui ont vendu ce truc-là à Fonia Simbekou en disant on va faire les logements sociaux. Quand vous voyez, je ne suis même pas sûr que nous, journalistes et individus togolais, on va se lever pour construire une maison. Parce que ce truc-là, les 2 pièces se vendent à 11 millions. Comment 2 pièces. 2 pièces comment? C'est-à-dire que c'est... Chambre salon. Oui, chambre salon. 11 millions. C'est quel type de chambre? Mais regarde les trucs. C'est 11 millions. Mais j'ai le dépliant. C'est sur le dépliant que moi j'ai travaillé. Non, c'est-à-dire, au fait, quand on dit chambre, quand on dit 2 pièces, il faut que le soldat l'explique bien parce qu'on connaît les 2 pièces dans les cours communes. Ce n'est pas les 2 pièces des cours communes. Il faut que... Des chambres à coucher. Oui, c'est ça. Et donc, Et un salon, WC. et donc les 3 pièces, les 3 pièces à 17 millions et les 4 pièces à 19 millions. Et ils disent c'est pour les fonctionnaires. Quand tu vois le niveau des fonctionnaires togolais, leur salaire, les 4 Là, ils vont payer ça sur plusieurs années. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ne serait-ce qu'en regardant l'aspect même du bâtiment. Comment est-ce que les immeubles, bon, c'est les premiers bâtiments qui poussent. Et le chantier est d'ailleurs même à la traîne parce qu'il n'y a pas d'argent pour continuer. Donc vous allez là-bas, il n'y a que 3 ou 5 maçons qui sont là-bas. Il y a une vingtaine d'immeubles qui sont sortis de terre. Et quand vous voyez le truc, vraiment vous vous dites, mais attendez, comment est-ce que dans un pays comme le nôtre, en 2012, en 2016, on peut se produire ça comme logement social. Donc nous attirons l'attention des autorités pour que les autorités elles-mêmes et la plus haute autorité du pays aille sur le terrain regarder ces genres de choses. S'il faut améliorer, améliorer. Parce que ce qui se fait à côté de nous, si nous n'avons pas l'intelligence de le faire, on peut aller copier. Oui, comme on dit, le meilleur artisan, c'est celui qui sait regarder un peu l'autre. Oui, est-ce qu'on ne peut pas reposer la question même des logements sociaux autour? Oui, je crois que la question est très profonde. Parce que quand vous prenez ce qu'on appelle logements sociaux au niveau du Togo, ce n'est pas la première expérience. Quand vous prenez aujourd'hui la résidence du Bénin, ce qu'on appelle communément caisse, oui, caisse. En fait, c'est des logements sociaux. Ouais. Mais qui vit là-bas aujourd'hui? C'est ceux qui ont de l'argent. C'est les plus riches. Vous prenez même le premier habitat à Delomé. Ouais. C'est un peu dans cette philosophie-là, c'est des logements sociaux. Mais finalement, ça revient seulement aux nantis. Et je crois que c'est ça qui a amené à penser, donc il faut faire peut-être un truc à la portée du fonctionnaire togolais. Et c'est dommage, effectivement, quand vous voyez ces bâtiments-là, c'est pas d'abord par rapport à la beauté de la ville, c'est pas joli, c'est pas joli et tout cela et autres. Et puis le coût est exorbitant. Oui, mais 2 pièces à 11 millions, c'est quand même énorme. Oui, donc il faut. Moi, je crois que la solution, c'est d'augmenter le pouvoir d'achat du Togolais. Parce qu'effectivement, si on fait de très belles villas et on vous donne le coup, vous saurez que les gens vont finir leur carrière. Je crois qu'il y a des projets privés aujourd'hui. Les gens vont finir leur carrière, ils ne pourront même pas payer toute une villa. Et c'est pour cela qu'ils ont fait ces petites cases-là. Apporter l'eau à ton moulin, il y a des gens aujourd'hui qui font de bons projets privés, par exemple Well City, où on construit des trucs. Ou la cité de... Ça aussi s'appelle cité Mokoko, mais l'autre cité, la cité de café informatique vers Sabado, où c'est aménagé. Donc, vous voyez que quand vous prenez la cité de l'habitat, là où il y a les radios, Victoire et tout ça, qui sont les toutes premières cités, même avant ça, il y a eu des cités de Hankopé. Quand vous allez vers Hankopé, il y a les cités de Hankopé. Il y a les cités de Hankopé. Et quand vous voyez à l'époque déjà, comment on a construit ces cités-là, et vous voyez ce qu'on est en train de construire aujourd'hui, on a reculé de 100 ans. Franchement. Loïc. Non. D'abord, j'ai dit c'est une bonne. C'est bien d'attirer l'attention de l'autorité. Mais il faut dire une chose. Quand on cite les grandes cités, c'est aussi avec leurs moyens.
Et ça, c'est pour qui on l'a fait. Le gouvernement togolais a fait ce projet pour qui? On dit... Les cases A1, A2 et AB de l'administration. Voilà, c'est ça. C'est bien identifié. Voilà, je viens. Mais là, qu'est-ce qui se passe? On parle de pouvoir d'achat d'abord. Il faut partir de là, du Togolais, qui n'a pas les mêmes moyens, où le fonctionnaire A1 et le fonctionnaire du Togo n'a pas le même salaire que le fonctionnaire A1 de la Côte d'Ivoire ou du Ghana. C'est pratiquement 5-6 fois plus que ça. Alors, il faut faire quelque chose par rapport à ce que ce fonctionnaire A1 peut payer. Parce qu'on ne peut pas faire et il n'aura pas les moyens. La même presse va crier que on avait un truc hyper ça, la attendez, je viens. Mais déjà, là, moi je pense que pièces à 11 millions, est-ce que c'est pas bien cher? non, quand on dit non là. Quand je vous suis dans votre raisonnement, la conclusion c'est parce que c'est pas ça que je vois. Non, quand on dit, moi je pas que je défends le projet, mais quand on dit 2 pièces, c'est pour ça que je dis il faut que les 2 pièces là, leur définition soit bien. Parce que quand on dit 2 pièces dans la tête déjà, comment on voit dans la cour commune? Non. Et puis pourquoi c'est pas la même chose ici? Comme ils n'ont pas fait ça genre niveau, avec des niveaux, comme on voit au Ghana. Je me rappelle, je viens. On a eu à recevoir comme ça le ministre de l'Urbanisme sur ce sujet. Cette question a été débattue par un conseil de ministres. Parce que parfois aussi, il y a une marginalisation. Quand les gens se retrouvent à des niveaux et qu'ils ont des familles, ce n'est pas facile. Quand un enfant a besoin d'être... de s'amuser, il y a de l'intimité. On est en Afrique avant tout, on n'est pas encore en Europe, on n'a pas encore cette mentalité. Donc ils ont préféré pour la plupart des logements les faire juste en rez-de-chaussée. Et je crois que c'est ce qui est en train de faire. Mais là, l'image qu'on a prise, j'espère qu'on est qu'à un début. Tu sais, quand on est sur un chantier, le chantier qui si la finition n'est pas faite, ça donne toujours l'air d'être un truc bizarre. Habituellement. En même temps, si la chèvre... Moi, je veux croire parce que les 2 images, quand tu prends l'image du Ghana, c'est une finition. Quand tu viens ici on n'est même pas, on est en train de faire le projet. C'est pas la même le son de voir la fin. Le son de voir la fin, mais en attendant, disons tout simplement, c'est vrai que ce n'est pas bien, c'est pas joli, ça ne valorise pas le fonctionnaire togolais. Mais le son de voir jusqu'à la fin, et puis le fonctionnaire n'est pas obligé de le payer. C'est pas obligatoire. Non, c'est pas obligatoire. S'ils ne payent pas là, c'est du gâchis. C'est pas obligatoire. Certains payeront, certains ne payeront pas. Oui, c'est ce que dit Fabrice, c'est si le fonctionnaire togolais n'aille pas là-bas. Donc ça veut dire que certains sont en train de faire certains font encore d'autres business autour de cette affaire. C'est ce que Ferguson est en train de relever, non? Parce qu'au fond, si vous prenez 19 millions de Togo, et vous allez dans la périphérie, vous achetez peut-être un demi à 5 millions, ou je ne sais pas à quoi, je ne sais pas ce que ça vaut maintenant, vous pouvez bâtir une maison à 10 millions et avoir un bon cadre de vie. Mais si on vous bâtit une maison à 19 millions, on vend une maison à 19 millions, et que vous n'avez même pas une grande cour, les maisons sont serrées comme des... Je ne sais pas, c'est un campement de militaires. Vous gagnez quoi dedans? Oui, parce que le problème, c'est que si finalement les fonctionnaires n'achètent pas, ne prennent pas, on risque de se retrouver dans la situation qu'on a eue au niveau de la résidence du Bénin. Les gens vont acheter 3 maisons là-bas, raser et mettre... C'est ça. C'est ça. Et donc quand vous prenez, par exemple, c'est ce que j'ai dit au départ, vous prenez les cités de l'habitat et les cités de Hanukopé et vous comparez à ce qui se fait aujourd'hui et vous voyez l'époque à laquelle on a conçu ces cités-là, on a reculé. Monsieur, juste une question et on va finir le débat. Il y a 3 ministres qui étaient au Parlement hier. La question qui intéressait certains, c'est beaucoup plus sur le Wassem Gate pour savoir si franchement notre Premier ministre est dans le débat. Je ne sais pas si... Non, moi je n'ai pas suivi, on n'a pas suivi. Non, puisque malheureusement, le débat c'est ici au lieu de le lancer. Les débats au Parlement ne sont pas invités. Souvent c'est en direct. Ça se passe, il y a une chaîne. On peut même, le Parlement peut avoir une chaîne. Le Parlement a les moyens d'avoir une chaîne. Une chaîne qui nous permet, qu'on peut capter facilement. Et pour... En même temps, les débats au Parlement, on avait dit au tout début de la législature que ça doit être retransmis en direct sur la télévision. Malheureusement, jusque-là, on n'arrive pas à le faire. Et c'est ça qui fait qu'on laisse. C'est-à-dire, le débat au Parlement devait être connu de tout le monde. Mais malheureusement, c'est pas ça. En plus, on n'invite pas les journalistes. On dit rien à la presse. On dit rien à la presse. Alors que ce sujet était si important, ça a soulevé beaucoup d'encre de salive. Il fallait inviter pour entendre ce que le ministre dira pour défendre les classes souterraines, comme l'a écrit quelqu'un et autres. Malheureusement. Moi, je pense que nous devons revoir notre manière de fonctionner en démocratie. La dernière fois, je suivais François Fillon dans une émission sur M6. Il décrivait la violence au Parlement français. C'est-à-dire que quand ils vont pour débattre, comment c'est violent. Et ça forge l'homme politique. Ça forge l'homme politique au débat. Ça forme les députés. Et donc, nous devons faire en sorte que le débat à l'Assemblée nationale
nous les journalistes, on fait souvent les débats. Le débat à l'Assemblée nationale soit des débats d'un niveau et que les débats soient retransmis. Et donc, moi, je pense que nos ministres ne vont pas souvent à l'Assemblée nationale. Il faut trouver un moyen pour que les gens répondent chaque semaine à l'Assemblée nationale, comme ça se fait en France ou ailleurs, pour que le débat soit vif dans le pays, pour que les citoyens... Au-delà même de ça, et quand on parle des ministres qui doivent sortir pour rendre compte, c'est-à-dire vous gérez les affaires publiques, vous êtes obligé de rendre compte. Les matins, quand tu te rêves dans ces pays qu'ils citent la France là, les ministres avant d'aller au boulot, mais Eric, taxi, tu n'as pas besoin de les appeler à taxi chaud le matin, ils sont obligés de passer pour rendre compte de l'action gouvernementale. C'est comme ça, tu captes Européen, BFM TV, RMC, ils sont là-bas avant d'aller au bureau. Et si tu l'appelles, il te raccroche au nez ou bien il te crie dans les oreilles comme si il te raccroche même pas. C'est malheureux. Et ça, il faut le faire parce qu'il faut communiquer sur l'action gouvernementale. C'est très important. Fabrice, peut-être en communiquant, les gens comprendront ce qu'ils font, mais ils ne disent rien. C'est le moment aussi d'avoir le gouvernement franchement communiqué. Ils étaient au Parlement, ils étaient 3 au Parlement hier, mais malheureusement, aucun citoyen n'est au courant. Et bon, c'est passé. À part quelques médias qui ont relayé, bon, il y a eu le jour où nous sommes enfants malais, on avait informé personne, mais les gens étaient là. Moi, je crois que ça a été noyé par l'actualité internationale. Tout simplement. Oui, tout simplement. Bon, on avait nos idées aux États-Unis alors qu'on a des problèmes ici. Vous allez vous exiler aux États-Unis, les mecs. Il n'aura pas le visa. Merci beaucoup, Fabrice Pétézi, le patron du journal Le Libéral. Loïc Lawson gère le journal Flambeau démocrate et Ferdinand Haïté, l'alternative. Merci de nous avoir suivis. Ce débat-là, vous allez le réécouter lorsqu'il sonnera 0h. Mais dans un instant, nous allons cesser d'émettre pour améliorer la réception chez vous à la maison. Quelques travaux vont être effectués sur les réseaux. Et juste après, vous retrouverez le cours normal de nos programmes. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.